Salut les gens, aujourd'hui j'aimerais vous parler à nouveau d'un roman, à savoir La Dame en Noir de Susan Hill, et je suis tombée dessus à la bibliothèque alors que je cherchais complètement autre chose, mais en voyant le visage de Daniel Radcliffe sur la couverture, je me suis dit mais oui c'est vrai, j'ai vu ce film, je m'en souviens quasiment pas, j'avais trouvé ça décent mais pas vraiment mémorable. Cela dit, c'est pas rare qu'un roman soit plus mémorable et meilleur que son adaptation à l'écran, donc je me suis dit pourquoi pas, d'autant que c'est vrai que ce livre a quand même une certaine réputation, notamment il y a pas longtemps à l'occasion d'Halloween, je crois que ce sont les éditions Penguins qui ont lancé un hashtag pour savoir quels sont les livres qui ont le plus fait peur aux gens dans leur vie, et celui-là revenait pas mal, ce qui forcément vous me connaissez, ou vous me connaissez pas, mais forcément ça m'a intriguée. Et je voulais voir qu'est-ce qui avait fait aussi peur aux gens. En plus, ce serait une bonne occasion de revoir le film et de revoir Daniel Radcliffe, qui est un acteur que j'apprécie de plus en plus. Je trouve qu'il fait des choix de carrière intéressants. Malheureusement, au niveau du livre, je dois bien dire que j'ai été assez déçue. Alors ça m'empêchera pas de revoir le film, mais pour plusieurs raisons, je n'ai pas vraiment vu ce qui avait fait aussi peur aux gens dedans. Et tout de suite, on va essayer de déterminer pourquoi. L'histoire est celle d'Arthur Kipps, un jeune notaire qui est envoyé pour mettre de l'ordre dans les papiers d'une vieille dame, et lorsqu'il arrive sur place, on lui fait bien comprendre que la vieille dame était une excentrique qui vivait isolée, loin de tous, dans une maison perdue à l'autre bout de marais que les habitants n'ont véritablement pas envie de traverser, mais du tout. En fait, ce roman, c'est une histoire de maison hantée assez classique, et j'aime beaucoup la façon dont Susan Hill plante son décor qui a tout de très gothique. Je trouve que l'autrice en fait écrit vraiment très bien pour ce qui est de planter le contexte. C'est-à-dire qu'elle fait très bien passer ce que la maison elle-même peut inspirer, une sorte de mélange de peur, de mélancolie, de solitude et à la fois d'émerveillement, parce que quand il n'y a pas de brouillard, finalement c'est une maison qui a une certaine majesté, une certaine magie, et c'est tout vraiment très bien rendu par Susan Hill, qui écrit également très bien l'ambiance qu'il y a dans le village à côté, cette ambiance de peur ou de cette politique en fait du silence où les habitants ne veulent rien dire, ils sont clairement terrifiés, il y a tous ces silences qui en disent très long et à la fois pas assez, ce qui peut s'avérer d'ailleurs parfois assez frustrant, mais en tout cas j'ai trouvé que pour ce qui était du contexte, pour ce qui était du décor, c'était un livre qui était très bien écrit, du moins en tout cas dans sa traduction, puisque pour le coup je l'ai lu en français. Tout n'était que vide absolu. Puis les haies disparurent, et j'eus l'impression que nous nous dirigions vers l'extrême bord du monde. Devant nous, les marées étincelaient comme de l'acier, et il me sembla soudain discerner une ligne qui les traversait, semblable au sillage d'un bateau. En approchant, je constatai que de chaque côté de la carriole, une eau peu profonde recouvrait le sable ondulé, et que cette ligne était en réalité une piste étroite, toute droite, qui menait à l'estuaire. Quand nous l'abordâmes, je devinai qu'il s'agissait de la chaussée des Neuf-Vies, submergée et invisible à marée haute. Dès que le poney se fut engagé sur le chemin sablonneux, la carriole à sa suite, les bruits distincts produits par notre équipage cessèrent, et nous roulâmes dans un silence seulement troublé par une sorte de chuintement soyeux. Ici et là se dressaient des touffes de roseaux desséchés qu'un souffle d'air faisait bruire de temps à autre. Le soleil derrière nous se réfléchissait dans les eaux alentour, les rendant aussi brillantes et scintillantes que la surface d'un miroir, où se reflétait aussi le ciel, désormais ourlé de rose pâle. Incapable de supporter plus longtemps cette luminosité qui me blessait les yeux, je reportai mon regard devant moi, pour découvrir alors, comme surgie des eaux, une haute maison étroite d'un gris minéral, coiffée d'un toit d'ardoise luisant d'un éclat métallique. Elle se dressait face à la vaste étendue des marais et de l'estuaire, pareille à un phare ou à une tour accueillant un fanal. Jamais encore je n'avais eu l'occasion de voir, ni même d'imaginer, demeure plus étrangement située, à la fois isolée, inflexible et cependant magnifique. Joli décor donc, mais le souci c'est ce qu'il s'y passe, ou plus exactement ce qui ne s'y passe pas. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'on met énormément de temps, proportionnellement à la taille du roman, à rentrer dans le vif du sujet, ce qui en général ne me dérangerait pas, puisque j'ai tendance à préférer le build-up et la préparation des feux d'artifice plutôt que véritablement l'explosion. Ici, malheureusement, ça ne marche pas, et si ça ne marche pas, à mon sens, c'est avant tout parce qu'il y a un gros manque d'enjeu, en tout cas pour moi. Et le truc, c'est que la montée de l'angoisse, c'est
cool, mais seulement si on a une raison d'angoisser, parce que si on n'en a pas, eh ben en fait c'est juste long. L'histoire est écrite à la première personne en empruntant le point de vue d'Arthur Kipps, pour qui c'est un long flashback. Lorsqu'on le rencontre, il est plus âgé, il est marié, il a une famille avec qui il est en train de célébrer Noël, et il nous parle d'une histoire qui lui est arrivée plus jeune. Et sur le moment, lui, il a flippé pour sa vie. Nous, du coup, ben, on sait que finalement, il s'en sort et qu'il s'en sort même plutôt bien. Il a l'air heureux avec sa famille, c'est cool, voilà quoi. Si vous comparez ça par exemple avec des histoires de Lovecraft qui sont souvent écrites à la première personne, ces narrateurs à Lovecraft, quand ils nous racontent une expérience horrifique qu'ils ont vécue, généralement cette expérience les a rendus dingues et la vie c'est bien la seule chose qu'ils aient réussi à ne pas perdre, donc il y a quand même quelque chose de perdu. En l'occurrence, dans La Dame en Noir, tout le monde avait l'air de flipper et je sentais bien que le livre voulait que je flippe aussi, mais moi tout ce que j'arrivais à penser c'était bah ouais mais enfin... Il a l'air d'aller plutôt bien quoi au final, il a sa famille, il fête Noël, c'est cool, je dis pas qu'il a pas été un peu traumatisé quoi, mais qu'est-ce qu'il a perdu au final, hein? Pourquoi est-ce que je suis censée angoisser? Et je dis pas qu'il n'a pas des choses à perdre le long de l'histoire, le souci c'est que on nous les met jamais vraiment sous les yeux, on nous met même jamais vraiment la relation qu'il a à ces choses-là lui, si bien que l'impact émotionnel a été complètement perdu pour moi. Je me suis sentie très détachée de l'histoire, ce qui forcément n'est pas une très bonne chose, et donc on me demandait d'angoisser, mais non en fait, ça n'a pas marché. Et c'est dommage, parce que même s'il y en a pas beaucoup, et même si j'avais pas peur pour le personnage, Susan Hill, encore une fois, je trouve qu'elle écrit bien, et elle arrive à créer des moments qui, en soi, sont un peu inquiétants. Le souci, c'est... Alors déjà, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on met énormément de temps à arriver à la maison hantée. Encore une fois, il y a une grosse partie du roman qui est juste du build-up, de la montée de la tension, sauf que de la tension, ben, pour moi, il n'y en avait pas, puisqu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu, et que... Ça aussi, c'est que c'est une histoire très classique qui réserve assez peu de surprises, donc je savais à peu près dans quoi on arrivait, et je dis pas ça vraiment pour enfoncer le roman, on peut faire de très bonnes choses en restant dans le classique. En l'occurrence, c'est vrai qu'on se retrouve avec un livre où j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, qu'il n'y avait pas de surprise, et où en plus, enfin, les moments inquiétants eux-mêmes, il y en a très peu, ce qui veut dire que forcément ça m'a pas fait trembler. Et du coup, je vous avoue que je comprends pas très bien ce qui a fait flipper autant de personnes avec ce livre, à moins peut-être qu'elle l'ait lu jeune. Alors après, évidemment, la peur, c'est subjectif, les goûts, les couleurs, tout ça. Je suis restée pour le coup assez perplexe, et le souci, c'est qu'à côté de ça, j'ai pas trouvé qu'il y avait grand intérêt au roman, il n'y avait pas grand chose à quoi me raccrocher. La plupart du temps, un livre d'horreur n'a pas besoin de me faire peur en fait pour me plaire, c'est même ce qui arrive généralement, c'est rare qu'un livre d'horreur me fasse vraiment flipper, mais je trouve généralement d'autres choses à apprécier dedans. Ici, il y a eu un peu le décor, mais sinon, j'ai pas trouvé grand chose à me mettre sous la dent malheureusement. Il y a bien une sorte de mystère, d'énigme, plus exactement d'enquête à mener, mais je l'ai pas trouvé spécialement engageant, j'ai pas trouvé la résolution particulièrement passionnante ou surprenante ou quoi que ce soit, et il n'y a pas de relation non plus développée par le roman dans laquelle j'ai pu réellement m'investir, à la limite peut-être celle entre Arthur et le chien Spider qui lui tient compagnie à la fin. D'ailleurs, Spider a probablement été mon personnage favori du roman. Bon, c'est pas que j'ai trouvé Arthur déplaisant, hein, c'est quelqu'un de tout à fait décent. Je l'ai pas non plus trouvé passionnant ou quoi que ce soit, je l'ai trouvé plutôt fade, voilà, c'était notre narrateur et c'est tout quoi. Et en plus, il avait cette tendance à changer d'avis qui me laissait perplexe et qui le rendait moins tangible à mes yeux en quelque sorte, c'est-à-dire que il allait dire oui, il faut que je fasse face à ce qui se passe dans cette maison, pas question que je m'en aille, je vais y retourner, et 10 pages plus loin, c'était plus jamais je n'y mettrai les pieds, non, etc. Il faut que je fuis. Il n'y avait rien véritablement entre les deux qui justifiait pour moi ce retournement de fou. Et ça arrive plusieurs fois dans le roman, et bien entendu, un personnage a le droit de changer d'opinion, hein, on est bien d'accord. Et je pense que, en l'occurrence, en plus, l'instabilité peut très bien être le fruit du stress et de la peur qu'il ressent, parce que généralement, quand on est en gros état d'angoisse, on a tendance à avoir des changements d'humeur et d'opinion un peu subis, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Je le comprends bien.
mais c'était pas suffisamment bien rendu par le roman à mon sens, et donc du coup pour moi ça a juste rendu le personnage moins solide, moins défini en quelque sorte. Et j'ai pas trouvé, en fait j'ai pas trouvé de thème particulièrement intéressant, de choses particulièrement percutante dans La Dame en Noir. Ça aurait pas été un problème, je demande pas à tous les livres de développer un truc de fou et à révolutionner ma vision de l'univers ou quoi que ce soit, mais en l'occurrence, c'était une histoire de fantôme assez basique qui ne fonctionnait pas, donc j'aurais bien aimé qu'il y ait quelque chose à côté qui me permette d'accrocher plus, et il n'y avait pas grand chose. La Dame en Noir, pour moi, ça a été une déception. J'ai bien aimé l'écriture de Susan Hill, la façon... En fait, c'est pas un livre que j'ai trouvé pénible à lire du tout. Je l'ai lu très bien, très vite, d'autant que c'est plutôt court et que là, en fait, c'est écrit super gros dedans, donc c'est vraiment un livre court et qui se lit bien. Mais je l'ai pas trouvé très efficace, je l'ai pas trouvé bien passionnant. Je suis enthousiaste à l'idée de lire plus de Susan Hill et à revoir le film d'ailleurs, mais c'est pas un livre que je relirai et pour moi ça a été une déception.